Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission, nouvel entretien exclusif avec aujourd'hui le grand, le beau, le musclé Yacouba Sylla. Yacouba, Mon gars, voilà, t'as vu? Non, c'est négatif. Prenez exemple sur le Don Mitch. Bah écoute, merci de nous accueillir ici, hein, on est chez toi, j'ai cru comprendre qu'on était un petit peu à la maison ici. on a la maison ici. Donc complexe Michel Poirier à Étampes, très sympa, très beau, j'étais jamais venu moi personnellement. Je sais que vous avez fait le synthé il n'y a pas longtemps, mais en tout cas les vestiaires, ici c'est quoi? C'est les vestiaires? Non, en fait, là, il y a une autre salle là-bas, une salle, un gymnase où certaines associations pratiquent le badminton, le hand et compagnie, tous les sports d'intérieur. Ouais. Il y a un autre dojo où il y a les sports de combat divers. Et là, c'est une petite salle de basket, je pense, qui est utilisée de temps à autre pour les écoles. Tu te sers un peu de ces salles avec tes gars pour quelques séances? Non, pas forcément. En fait, nous, c'est plus à l'extérieur. Et du coup, voilà, c'est comme dehors, il y a du vent et que notre jardin là est occupé. Donc aujourd'hui, on est là et je pense que c'est mieux. C'est mieux, effectivement, c'est pas mal en tout cas. Merci beaucoup à Khalid, merci beaucoup à Yacouba de nous avoir permis de nous installer dans ces conditions pour pouvoir faire cet entretien exclusif. Alors on va échanger un petit peu avec Yacouba, parler de son parcours footballistique et son parcours maintenant aujourd'hui. On va voir un petit peu l'actualité de Yacouba. Et puis voilà, je vous propose de commencer. Donc je te laisse te présenter, Avec plaisir. nous expliquer un petit peu ton parcours junior. On va s'arrêter juste avant le parcours pro. C'est long. Ok, bon, tu peux faire en rapide. Hein, moi, c'est Yacouba Sylla, 33 ans, footballeur ou ex-footballeur. Ça, on sait non, pas. en léger. Je suis passé par le Football Club d'Étampes, qui est un club de la ville. Ok. Ensuite, je suis parti à Bretigny en U15, où j'ai effectué 1 an. Ouais. Ensuite, je suis parti à l'AS Montferrand. C'est à Clermont, en fait, c'est un club omnisport de la ville de Montferrand. Le club et comment est-ce que tu es passé d'ici Bretigny du 91 jusqu'à Montferrand? En fait, c'était suite à l'équipe, on va dire les sélections Île-de-France. D'accord. Où j'ai été repéré par le Sporting Club de Bastia, où je suis parti faire 4-5 jours là-bas. Mais en fin de compte, je suis revenu sur Paris. Mais eux, ils avaient une liaison avec l'AS Montferrandaise pour alimenter leur équipe U16. Et du coup, ils avaient certains observateurs sur la région parisienne. Et en fait, la connexion s'est faite comme ça. Est-ce que ça te dit d'aller en quelque sorte dans un sport-études pour jouer en saison nationaux? J'ai directement dit oui, parce qu'en fait, c'était un objectif à la base, d'être dans une structure école, foot et compagnie. Donc je suis parti faire 1 an là-bas. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans si je dis pas de bêtises. Ok, 15 ans. Et comment ça se passe à Montferrand? C'est un centre, vous avez un internat, tu vas en famille d'accueil, comment ça se passe? En fait, on était en quelque sorte sous tutelle du club de rugby, la SM. Okay, ouais. En fait, la SM rugby, à l'intérieur, il y a le club omnisport où il y a du judo, de la boxe, de l'athlétisme, tous les sports omnisports qu'on a pu voir notamment lors des Jeux Olympiques sur Paris. Ouais. Donc ils avaient un hébergement pour les rugbyman espoirs. Ouais. Donc ils ont libéré quelques chambres pour que les joueurs externes qui habitent assez loin puissent dormir là-bas. Ok. Et donc après Montferrand, après Montferrand, je reviens dans ma ville de naissance à Étampes. Vu que les 18 n'étaient pas au niveau national, donc pour moi, j'estimais que c'était pas intéressant. Donc je suis revenu à Étampes sans réel projet. Et pendant les vacances, je vais dans ce gymnase-là. Il y avait du football en salle qui était proposé par les éducateurs sportifs de la ville. Et avec mes amis, on a fait une équipe, on joue. Et à un moment donné, clac, je glisse sur une flaque d'eau parce qu'à l'époque, on remplissait les bouteilles pour. Oui. Et je me tords le genou. Du coup, je rentre à la maison en larmes. Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est la première fois que j'avais une blessure. Pendant quelques jours, je me cache, j'ai mal. Mon père me dit qu'est-ce qu'il y a? Et je lui montre le genou parce que j'avais peur de me faire engueuler. Parce que les parents, ils ont raison. Ils nous disent restez tranquille, mais on ne reste pas tranquille. En fin de compte, j'avais une entorse du genou et quelques temps après, mon téléphone sonne. Et c'était l'AS Monaco, en fait. L'AS Monaco qui voulait me récupérer pour intégrer le centre de formation, en fait.
mais je pouvais pas y aller. Donc, pour moi, tout s'est effondré, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est la fin, je vais rester là, je vais aller au lycée là-bas, ça va être compliqué. J'ai pu compter sur le soutien de mes parents qui m'ont donné la possibilité de me soigner correctement, parce qu'à l'époque, c'était compliqué d'aller faire des IRM et compagnie. Ils ont fait le nécessaire pour que je puisse être rassuré pour pouvoir reprendre une activité normale. La saison, elle a commencé et je suis parti dans le 45, dans le club voisin Malzerbe, où j'étais en 18 régional, mais j'étais dans le groupe CFA2 à l'époque. Et ça s'est super bien passé et j'ai eu de super sensations, c'était cool. Là, à partir de ce moment-là, j'ai compris que je pouvais franchir l'étape supérieure. Il y avait quelque chose à Il y faire. avait quelque chose à faire. Ok, et donc ça, du coup, tu l'as compris comment? Tu l'as compris en voyant tes performances par rapport à tes collègues sur le terrain, par rapport à ceux qui jouaient en N3, tu t'es dit, mais attends, ce qu'ils font, moi je le fais, j'ai ma place comme eux, quoi. La chance que j'ai pu avoir, c'est que j'avais 16 ans et que je m'entraînais avec un groupe CFA2. Ouais. Donc, et je jouais le dimanche Senior. en DH. Donc, ça veut dire qu'en termes de progression, je prenais plus vite que les autres. J'avais déjà un niveau comparé aux joueurs de mon équipe qui était, on va dire, qui était un peu au-dessus. Mais le fait de m'entraîner avec les seniors 3 fois dans la semaine, ça m'a permis de prendre confiance et de progresser. Et ensuite, j'ai été recruté par le Stade Malherbe de Caen. Alors le Stade Malherbe de Caen, ils n'arrivent pas comme ça. Par quel biais est-ce que tu les rencontres? Le Stade Malherbe de Caen, il est arrivé par un monsieur qui s'appelle Momo Segueni, qui m'avait vu jouer à l'époque quand j'étais à Montferrand. Ok. Et du coup, il s'est souvenu de moi. Et voilà, il m'a donné la possibilité de partir à l'essai déjà, premièrement. Et je suis parti à l'essai et ça s'est avéré concluant. Et donc tu avais quel âge à ce moment-là? 16 ans, 17 ans, 16 ans, Ok, 17 ans. donc quand tu pars à l'essai au Stade Malherbe de Caen, c'est pour quelle équipe? C'était pour l'équipe réserve 18 nationaux. Ok. En fait, j'étais 18 dernière année. Ouais. Et automatiquement, dans les clubs pro, quand tu arrives en 18 dernière année, tu dois aspirer à jouer en équipe réserve. Donc j'ai intégré le groupe réserve en priorité. Le week-end, le samedi, je jouais s'il n'y avait pas trop de descentes en réserve. Mais s'il y avait des descentes, j'allais automatiquement en 18 ans nationaux. Ouais, c'est vrai que ça, pour ceux qui nous regardent, pour les plus jeunes, vous n'avez pas. Ça fonctionne un petit peu différemment maintenant dans les clubs professionnels. À l'époque, on avait le Paris Saint-Germain en Ligue 1, ils avaient une équipe en CFA. Et les joueurs qui revenaient de blessure passaient d'abord par la CFA avant de réintégrer l'équipe première, ou ceux qui jouaient pas trop, qui n'avaient pas de temps de jeu, ils descendaient en CFA. Et du coup, ça bouchait un petit peu pour les jeunes qui aspiraient à jouer avec l'équipe première ou même avec la CFA. Bien sûr. C'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce que tu penses du système d'aujourd'hui? Comment ça se pour les jeunes? C'est totalement différent en fait. En soi, franchement, c'est comparer les deux périodes, ça serait totalement incompréhensible pour la plupart des personnes qui vont nous regarder. Comme moi, je ne pourrais pas comparer ma génération avec celle d'il y a 10 ans. Ouais. Mais ça s'y rapprochait. Mais là, maintenant, c'est totalement différent. Pour moi, on est rentré dans un mode de fonctionnement, c'est de la consommation. Ouais. Donc, t'es bon, t'es beau, on te met en lumière. T'es pas beau, t'es pas. C'est compliqué. En fait, les gens, ils sont dans un. C'est un système qui est de consommation, en fait. Les petits, les jeunes plutôt, les jeunes, on leur laisse plus le temps de prouver leur potentiel. Ouais. On les met directement sur le grill et on jette la pièce en l'air, on dit en espérant que ça me rapporte des millions. Exactement. À l'époque, c'était pas ça, c'était de former jusqu'à que le joueur soit prêt. Là, on peut dire, il est prêt, on peut l'envoyer en Ligue 2, en Ligue 1. Et même là, il y avait encore des codes de dire, attention, tu arrives en retard. Donc pour la peine, tu redescends. Même si tu es le meilleur du centre, tu vas apprendre la discipline. Ouais. Il y avait des codes, il y avait des anciens, il y avait plein de choses qui ont fait que nous, on avait réellement cet amour-là pour le foot. Surtout des rêves. Mais aujourd'hui, la plupart des jeunes, il faut leur poser la question, quel est ton rêve? C'est vrai que moi, j'ai pas eu la chance de faire la carrière que toi, tu as fait, mais j'ai joué un petit peu au ballon comme la plupart des gens qui vont nous regarder, je pense. Moi, quand j'étais petit, j'avais une idole absolue, Zinedine Zidane. J'étais incapable de savoir combien il touchait. Incapable de savoir ce qu'il gagnait dans sa vie, s'il était riche, pas riche. Moi, tout ce que je voulais, c'était jouer au ballon. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus trop ça. On va vers le football pour les mauvaises raisons. C'est dommage. Bon, on aura le temps de faire
de faire un tour de table. D'ailleurs, ce que je te propose, D'accord. Yacouba, si tu es d'accord, c'est qu'on se fasse, alors à une date ultérieure, on va se fixer un petit rendez-vous Ok. et on se fera un petit tour de table avec Yannick, Jean-Eudes. On se fera un petit, comme ça, un petit rendez-vous Avec plaisir. entre potes. Avec plaisir, Voilà, parce que moi je entre pense potes, moi je pense on partage, je pense les mêmes valeurs. Exactement. Moi je pense. Exactement. Et en fait, c'est en discutant avec toi, en discutant avec eux, je me suis rendu compte que vous aviez ce truc, ces valeurs communes, et je me dis que ce serait pas mal de faire une petite table ronde où vous évoquez un petit peu vos souvenirs de football, ce que ça vous évoque, les anciens, les nouveaux, etc. Ça serait pas mal, je pense, Y a si pas tu es de souci. d'accord et s'ils sont d'accord. On vous tiendra au courant, les abonnés, sur les réseaux de Léons. En tout cas, donc voilà, on est arrivé au Stade Malherbe. Mhm. Qu'est-ce qui se passe après le Stade Malherbe? Au Stade Malherbe, bah, je rentre dans un système que je connaissais pas forcément, c'est-à-dire entraînement quotidien, la charge de travail, tout simplement la charge de travail que fallait que j'encaisse, je pense. Mais vu que pour moi c'était l'un de mes rêves d'être là, je me suis donné à 100%. Je fais une saison en 18 ans nationaux où je termine meilleur buteur. Je me souviens pas exactement le nombre de buts que je mets cette saison. Tu jouais attaquant à l'époque? Je jouais excentré, attaquant, je jouais tous les postes offensifs. Ok. Mais j'avais le coach de la réserve qui me voyait d'autres qualités, c'est-à-dire latéral. Plus bas. Latéral où il y avait de la place. Donc j'exécutais, je jouais là-bas. Sur la deuxième saison, bah, je suis senior, donc je fais partie du groupe CFA. Donc j'ai pas la possibilité de descendre en 19 ou en 18 pour pouvoir avoir du temps de jeu. Donc c'est soit je m'impose ou soit... Et quand tu me dis que tu es senior, tu signes quoi? Une licence simple ou J'étais sous contrat amateur. contrat amateur? Sous contrat amateur. Ok, Donc, c'est quoi? C'était le fédéral non, rien à voir en fait. C'était une licence avec rémunération, Ok. simplement. Je fais une saison un peu pas en dents de scie, mais bon, on me met où il y a de la place, car il y avait énormément de descentes avec les jeunes pros et les joueurs qui ne jouaient pas forcément en Ligue 1. En fin de saison, bah, on fait le bilan. Bah, le bilan, bah, c'est que ils ne voyaient pas de projection avec moi pour la suite. Donc c'est quelque chose que moi-même, au fond de moi, j'avais du mal à accepter parce que je savais que j'avais ma place au sein de ce club. Mais je suis vite passé à autre chose en me disant que c'est le football, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que si ce n'était pas là-bas, ça allait être ailleurs. Car j'étais déterminé, persuadé que j'allais en faire mon métier. D'accord. Et du coup, alors comment vous mettez fin à la collaboration et comment est-ce que tu te retrouves Bah encore une fois, bah, je reprends mon sac et je rentre à la maison. Je rentre à la maison donc avec sans réel repère. Parce que en fait, tu te dis que pendant 2 ans, bah, arrivé à un âge entre 16 et 18 ans, bah, tu as tout misé sur le foot. Donc tu te dis qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu persévères ou soit tu vas vers quelque chose qui... On ne sait pas. Donc c'était un peu le flou total, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis dit non, je vais y arriver. Et j'ai même eu une discussion avec un ami à moi, un très bon ami à moi. Je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que je pars, si je ne reviens pas avec le contrat pro, ne me parlez plus jamais. Il m'a dit, non, t'es dur. J'ai dit, non, je ne suis pas dur. Je vais y arriver. À partir de ce moment-là, bah, c'est là que, par la cause de Mehdi Mokhtari, le Lyonnais, il me dit, écoute, on a au Clermont Foot, on n'est pas structuré. À l'époque, il n'y avait pas d'équipement Clermont Foot. On s'habillait avec le survêtement du Barça, on mettait le maillot qu'on voulait. En fait, il y avait l'association et les pros. Donc, je dis, ok, bah, passe-moi le numéro du coach, je vais l'appeler. Bah, j'ai appelé le coach, je lui ai proposé mes services, qui est Joël Cabezas, un grand bonjour à Joël Cabezas, parce que c'est quelqu'un qui a été très important aussi dans ma carrière. Il me dit, écoute, viens, mais on n'a pas de moyens. Je lui dis, c'est pas grave. Au départ, je me mets excentré, voire attaquant. Il me dit quoi? Il me dit non, descends d'un cran. Je descends 10, milieu relayeur 10, et je commence la saison comme ça. Et ensuite, sur une opposition, il me dit quoi? Il me dit, écoute, descends d'un cran. Du coup, on fait une opposition contre les pros. Bah, c'était la première fois que je jouais 6. Et là, j'arrivais à m'exprimer. Et en fait, il y avait quelque chose, en gros, j'étais à l'aise et j'avais trouvé mon poste. Quelque chose qui s'est débloqué Ça s'est débloqué à ce moment-là. Et j'ai continué 2 mois comme ça, en réserve. Et en fait, il y a eu une hécatombe. Et directement, on m'a lancé en Ligue 2. C'était contre qui? C'était contre Le Mans. C'était contre Le Mans. J'appelle mes gars, je leur dis, écoutez, les gars, ce soir, je joue. Ils me disent, tu joues quoi? Je dis, je joue. Je joue contre Le Mans. Mais tu joues quoi? Je dis, mais je joue avec la Ligue 2. Mais tu mens. Ils ont démarré leur voiture et sont partis. En fin de compte, là, c'était le début de quelque chose. Ah, c'était le début. C'était le début de quelque chose. Moi-même, je ne m'en rendais pas compte.
Et ça, c'était par la cause de coach Cabezas qui a cru et qui a vu en moi un joueur, en quelque sorte, acceptable pour la Ligue 2. Donc j'estime que j'ai eu ma chance, contrairement à d'autres personnes, mais que je ne l'ai pas volé, j'ai travaillé. Bien sûr. Donc j'ai accepté d'aller dans un endroit où pas forcément tout le monde aurait eu le Exactement. courage d'y aller en sortant d'un club structuré comme le Stade Malherbe de Caen. Et donc ça, c'est les débuts dans le football professionnel. Est-ce qu'après, tu t'installes directement dans l'équipe ou est-ce qu'il y a un petit retour à la réalité et tu te dis non, demain j'ai entraînement avec mes gars de l'assaut Non. En fait, je suis arrivé, contre Le Mans, on perd ce match-là D'accord. et je termine homme du match. Ok. Donc automatiquement, j'étais dans le groupe pro parce que le coach actuellement c'était Michel Darzacarian aussi qui a été pour beaucoup aussi. Directement, je pense que mon profil lui a plu et aussi par rapport aussi aux problématiques qu'il avait avec certains joueurs à ce poste-là parce que je pense pas qu'il était ami avec tout le monde. Donc ça l'a bien arrangé que j'arrive à ce moment-là. Ouais. À partir de ce moment-là, il m'a lancé et aussi par le biais de mes qualités aussi, j'ai réussi à enchaîner toute la deuxième partie de saison avec eux. D'accord. Et après, je me fais une fracture du métatarse. Ah, la vache. Avant ça, j'ai eu la chance de goûter à l'équipe de France Espoir. Donc tout ça, ça arrive en même temps. Ça arrive en même temps. Ça arrive en même temps, première convocation avec le groupe pro, premier match en Ligue 2 et dans la foulée, équipe de France Espoir. C'est un truc, toi, t'y pensais, tu l'avais dans un coin de ta tête ou Non, pas forcément. En fait, ça arrivait 2 mois et demi ou 3 mois après que je reçoive la convocation pour le premier match, pour ma première sélection. Je venais juste de signer pro. Mais même pas, j'étais encore amateur. Et du coup, je reçois la convocation, équipe de France, Espoir, avec des joueurs comme Antoine Griezmann, Moussa Sissoko. À l'époque, il y avait les Paul Bays, Henri Cévé, Raphaël Varane, et j'en oublie d'autres. Ouais. Benjamin André, que j'ai recôtoyé au Stade Rennais. Au Stade Rennais. Donc ça arrive et c'est là que je me rends compte que je fais partie de cette minorité de joueurs de mon âge qui a quelque chose en plus que les autres. Pour moi, je réalisais mon rêve, tout simplement. C'est vrai qu'à cet âge-là, être appelé en équipe de France Espoir, ça veut dire que vous faites partie des meilleurs joueurs français qu'il y a sur toute la planète. Et de moins de 23 ans, du coup, c'est quand même incroyable d'arriver à ce niveau-là. Et surtout aussi rapidement pour toi, même si on sait que nous on sait parce que tu nous as expliqué que tu as galéré un petit peu avant d'arriver là. Mais y arriver quand même, franchement, chapeau. Chapeau, Yacouba. Est-ce que tu es en contact toujours avec ces joueurs-là, ces joueurs que tu nous as cités? Contact, non. Mais j'ai rejoué avec certains. Ouais. Après, voilà, c'est du respect mutuel. Et après, comme on dit, moi j'ai mes amis. Oui, c'est ça. Et les amis qui partagent les mêmes valeurs que moi dans le foot, en quelque sorte, sont restés mes amis. Donc après, on se voit, on se fait la bise, on se dit bonjour, il n'y a aucun problème. Après, contact, vous savez très bien comment ça se passe dans le monde du foot. Ouais. Tu m'apportes, je t'apporte, on est copains. Tu m'apportes pas, je t'apporte pas, on n'est pas copains. C'est une réalité. Mais ça, c'est bien que tu nous en parles parce que c'est pas quelque chose que nous, suiveurs du foot, amoureux du football, on se rend peut-être pas forcément compte de ça. Il y a des gens qui pensent que tous les joueurs doivent s'entendre super bien. On a eu par le passé, tu sais, le cas Mbappé, Neymar, les vestiaires, les trucs, ça se tire dans les pattes et ça. Et il y a des gens qui avaient l'air de découvrir ça, alors que pour vous, c'est le quotidien, quoi. Aujourd'hui, tu vas dans une entreprise, ils vont pas tous manger ensemble, quoi. Ouais. C'est comme ça dans un vestiaire. Sauf que dans le vestiaire, c'est un sport collectif et on doit faire avec les qualités et les défauts des uns et des autres. Donc on a un but commun, c'est de gagner des matchs et d'être performant collectivement. Après, dans les clubs dans lesquels je suis passé, j'ai créé des relations, notamment à Clermont, c'était fort, avec tous les joueurs. Vraiment tous les joueurs. Et après, dans d'autres clubs, beaucoup moins, parce que après je suis parti à l'étranger. Et voilà, c'était moi qui venais prendre ce que j'avais à prendre en termes de temps de jeu, en termes de niveau. Et puis ça s'arrêtait là. Il y avait toujours du respect, ça s'est toujours bien passé. Ok. Et donc, on va reprendre le fil de ta carrière, parce que tu as une carrière vachement intéressante. Moi, quand je regarde un peu le parcours, quand je connais les clubs par lesquels tu es passé, j'ai hâte que tu m'expliques comment est-ce que tu as pu arriver à ces clubs-là. Du coup, Clermont, équipe def, Ligue 2, et après
Ensuite, j'ai Alors laissé- comment est-ce qu'ils te proposent le contrat pro? en fait, pour moi, c'était normal. En fait, c'était normal. Pourquoi? Parce que j'avais enchaîné, je pense, 2 fois de suite joueur du mois. Mhm. Et j'étais plus sorti de l'équipe. Et après, je le précise encore aussi, c'est par la cause de beaucoup de grands frères que j'ai côtoyés au Clermont Foot, notamment Rachid Hamdani, Fabien Farnol. C'est des gens Cédric Avinel, c'est des gens qui m'ont, Damien Périnel qui est actuellement avec Monaco. D'accord. C'est des gens Eugène Ekobo, c'est des gens j'en oublie d'autres, c'est Jacques Sales et compagnie. C'est des personnes Steven Pinto Borges, c'est des gens qui ont contribué, pour moi, qui ont contribué. Pourquoi? Parce que je me suis senti protégé, en fait. Et ils m'ont donné des vrais conseils. Et j'ai réussi à garder les pieds sur terre, je pense. Et ensuite, que pour me concentrer à essayer d'atteindre. Pour moi, mon objectif, c'était d'atteindre la Ligue 1. Donc la Ligue 1 ne venait pas à cette époque-là. Donc j'avais reçu une proposition de la Gantoise. C'était l'été, où il y a eu le changement de coach entre Michel Darzacran et Régis Brouard. Et je voulais absolument partir parce que c'était de la D1 et pour moi, j'estimais que j'avais fait 2 ans au Clermont Foot et il était temps d'aller voir autre chose, quoi. Régis Brouard m'a attrapé, m'a dit écoute, tu pars pas, joue avec moi et tu verras que ce sera pas ça qui viendra. Au départ, je le regarde, je dis mais dans tous les cas, si tu veux pas que je parte, je partirai pas. Donc arrête de me raconter des bêtises. Et donc moi dans ma tête c'était ça. Mais en fin de compte, ce que je n'ai pas vu, c'est qu'en fait il avait continué à me donner de la confiance pour que je puisse m'exprimer et que je puisse progresser. Donc je fais ma demi-saison, donc je suis chez moi. Et à l'époque, il y avait un ami à moi qui s'appelle Yohan Pivati qui était à l'essai. Et on était à la maison, tout ça. Et c'était le 28 janvier, je crois, 28 ou 29 janvier. Ah ouais, t'as la fin. La deadline. Mon téléphone, il sonne. Je décroche pas. Parce qu'à l'époque, je sais pas pourquoi. Des fois, on peut ne pas décrocher quand on connaît pas le numéro, je sais pas pourquoi. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il me dit décroche, on est en mercato. Moi, dans ma tête, je connaissais pas le fonctionnement. Je savais pas que les agents à l'époque, on était tellement naïfs et protégés qu'on savait même pas comment ça fonctionnait. On savait qu'il y avait une période pour partir, mais on savait pas que les agents pouvaient te solliciter, que ci, que ça et compagnie. On savait pas les détails exacts. Aujourd'hui, tu demandes à un joueur de 22, 23 ans. Il connaît tout. Il connaît tout et lui-même, les agents, ils viennent à lui. Il y en a 10 qui l'appellent et compagnie. Et nous, à l'époque, c'était quoi? C'était rendez-vous à l'hôtel Mercure avec l'agent de l'ancien. Il dit écoute, j'ai un bon petit pour toi. Essaye de voir pour lui proposer un projet et un plan de carrière. C'était ça à l'époque. Il y avait du respect, il y avait quelque chose de construit. Aujourd'hui, c'est ok. Le joueur, il n'est pas dans ma philosophie. C'est l'agent qui parle comme ça, qui garde la pêche. Il y en a d'autres comme ça. Un de perdu, 10 de retrouvé. C'est comme ça qu'ils pensent aujourd'hui. Donc, à part si tu es une pépite qui coûte des millions et des millions. Attention, il faut faire la part des choses. Donc, mon téléphone, pour revenir à l'histoire, mon téléphone, il sonne. Yohan me dit décroche, je décroche. Et c'est un agent qui s'appelle Franck Pellerbe. Il me dit allô, tu vas bien? Je dis oui. C'est l'agent de RCV. Qui est ton agent? Bref, je raccroche mon téléphone, je comprends même pas ce qui se passe. Je dis ouais, c'est quoi? J'ai fait une bêtise? C'est comment? En fin de compte, il me rappelle, il me dit qui est ton agent? Et à cette époque-là, je bossais avec l'agent actuel de Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Et je lui dis c'est Moussa Sissoko, point barre. Envoie-moi son numéro. Et ça s'arrêtait là. Donc 2 heures plus tard, Moussa m'appelle, me dit écoute, on va en Angleterre. Je lui dis comment ça on va en Angleterre? Comment on va en Angleterre? Moi, je joue contre Sedan dans 2 jours. Moi. J'étais sur Pro Direct Soccer, je commandais ma paire de crampons. J'étais là, je dis moi je joue contre Sedan. Moi. Il me dit non, on va en Angleterre. Il me rappelle, il me dit écoute, à l'époque on confondait West Ham et Aston Villa avec leurs couleurs. On dit ouais, West Ham. Non, c'est pas West Ham, c'est Aston Villa. Je dis Aston Villa. Je regarde sur le classement, tac, PL. Ils étaient relégables à l'époque. Et en fait, il y avait eu un problème, c'est que leur capitaine emblématique, Petrov, on lui avait détecté une leucémie. Et en fait, leur shortlist, en fait, ça faisait ça. C'est tombé sur moi. Moi, je rentrais dans les critères financiers pour leur club. Donc, alors ça, c'est de la modestie. Hein. C'est vrai qu'ils rentraient probablement dans les critères financiers, mais les clubs de première ligue, quand ils recrutent, ils ont une liste d'éléments à cocher, notamment les points de vue physiques, parce qu'ils ont accès à toutes les datas.
C'est ça. Entre clubs pro, ils ont des échanges de data, c'est-à-dire qu'ils rentraient parfaitement dans le cadre. Ils savaient que Yacouba pourrait s'adapter à la première ligue, que dans les pieds, il avait ce qu'il fallait aussi pour pouvoir briller là-bas. Et donc c'est pour ça. Et le dernier critère est effectivement le financier. Tu rentrais dans les critères. Mais c'est Mais, bien. mais vraiment, de ta part. mais vraiment, pas toute modestie, mais c'est une réalité. C'est que Ouais. tu as une shortlist Bien sûr. et pam, c'est tombé sur moi, je rentrais dans les critères. Et en fin de compte, il me dit on va à Aston Villa, mais par contre, il y a un problème, c'est que Clermont ne veut pas te libérer. Je dis bah non, ils vont pas me bousiller mes rêves. Bien sûr. En gros, je saute la Ligue 1, je vais directement Direct en PL. première ligue, ouais. Et en sachant qu'en PL, à l'époque, aujourd'hui, je ne veux pas vous mentir, j'ai du mal à regarder la PL parce qu'il n'y a pas le joueur spécial Ouais. qu'il y avait à l'époque. À l'époque, la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai pu jouer contre Giggs, j'ai pu jouer contre Yaya Touré, j'ai pu jouer contre Suarez, j'ai pu jouer contre Gérard, j'ai pu jouer contre Lampard et d'autres, et Hazard et compagnie. Des joueurs aujourd'hui atypiques, talentueux et qui nous ont tous fait rêver, en fait. Exactement. Et en fin de compte, on trouve un accord avec. Ils trouvent un accord de club à club. Je m'envole le lendemain pour Birmingham. Donc Sedan. Non, Sedan, je l'ai vite oublié. Et donc tu t'envoles, tu passes la visite médicale. Je passe ma visite médicale dans la foulée, tout se passe bien. Et tout s'est passé le soir, la nuit. Comme en fait c'était. Ouais. Le lendemain, c'était le dernier jour. D'accord. Donc, je voyage avec mon grand frère, qui par la suite qui s'est occupé de mes intérêts et ceux de mon petit frère aussi, qui est actuellement footballeur professionnel à Schalke. Ok. Donc, on voyage et pour moi, c'était une découverte. Et je signe. Donc, je signe et pour moi, c'était énorme. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si dans les années précédentes, hein, il y avait eu un bon Ligue 2, Première Ligue. Ouais, ça se faisait pas. Ça se faisait pas à l'époque. Maintenant, c'est courant. Et courant. encore. J'abuse, mais on le voit plus. Quoi. Voilà. Plus Championship. PL, parce que PL, ils ont. Même pour aller chercher un joueur en Ligue 1, Ouais. ils peuvent se permettre d'acheter tout ce qu'ils veulent. Donc j'arrive, pour moi, je repartais dans la foulée à Clermont pour dire au revoir à mes coéquipiers, compagnie. Non, on m'a dit non, tu restes. Match à Everton dans 4 jours. Je dis ah ouais, j'ai pas d'affaires, j'ai rien. Non, t'inquiète, va au magasin, tu vas à Sport Direct, t'achètes des affaires et tu pars. En fin de compte, 3 jours plus tard, je me retrouve sur le terrain face à Fellaini. Ah oui, Everton à l'époque, il y avait quoi ? Lukaku était déjà parti. Lukaku était déjà là. Il était là. Ouais, il était là. Sylvain Distin, Ah oui, ils avaient grand footballeur Ouais. avec une énorme carrière. Parce que même c'est des joueurs comme ça qu'on n'en parle pas assez. Bah oui. C'est des gens qui ont une longévité, Quand tu arrives à durer, c'est qu'il y a quelque chose. à un niveau exceptionnel. Et je me retrouve face à ces personnes-là, je me dis ok, Et toi, premier match, du coup, banquette ou titulaire ? banquette, j'arrive dans l'atmosphère Goodison Park, Ouais. un stade qui vibre, j'avais jamais vu ça. Avant ça, je jouais devant au maximum 12 000 personnes si j'avais la chance d'aller jouer à Bollaert. Ouais. Je me retrouve dans un stade bondé avec des supporters qui ont déjà fait un chant. Le coach me donne 15 minutes. Et je rentre, je fais mes débuts. Toi, tu te dis, il faut que j'arrache tout. Franchement, je me dis, est-ce que je suis au niveau ? Ouais. Pour moi, c'était, j'avais pas eu le temps de me jauger. Est-ce que je suis au niveau ? C'était ça. Et dans les séances d'entraînement que tu as vues avec tes coéquipiers, est-ce que tu as senti une différence dans l'impact, dans ces choses-là parce qu'on raconte toujours que la Première Ligue, c'est vraiment... à l'entraînement, on prend des tampons de fou, Franchement, je vais te dire que j'ai eu la chance de tomber sur Charles Nzobia, Grand Charles Nzobia. qui est ami de Momo Djamé. Ouais. Ils se sont rencontrés à Wigan, je crois, si je dis pas de bêtises. Exactement, ils ont joué ensemble à Ils Wigan. ont joué ensemble. Ouais. Un joueur expérimenté, international français A, Ouais. C'est vrai avec qu'il y avait- un grand cœur Ouais. qui m'a pris sous son aile. Premier entraînement, on fait un entraînement physique avec ballon, mais pour montrer que pour récupérer, j'avais les mains sur les genoux, comme ça. D'accord. J'étais courbé. Et il me dit quoi ? Il me dit Yakou, tu vois qui faire ça comme ça ? Redresse-toi. T'es pas fatigué, redresse-toi. Pourquoi tu te mets comme ça ? T'es fatigué ? Je dis non. Il me dit redresse-toi. Tu dois montrer que t'es fort. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, que le body language, terme qui vient de chez eux,
Exactement. Jouait pour beaucoup, il était pour beaucoup. Donc j'ai appris à encaisser, notamment aussi à l'entraînement. On a un entraînement, on est entre nous. Je te tire le maillot, coach, il y a faute. Il n'y a pas de ça là-bas. Donc moi au départ, les petits duels un peu virils, les petits trucs d'anti-jeu et compagnie, au départ je m'arrêtais. Je ne comprenais pas parce que en fait, vu que j'étais un joueur protégé dans mon club, donc là, le coach, il peut siffler faute. Si tu as faute, dès que tu joues contre un remplaçant, il va le mettre dans le trou. Vas-y, faute, ballon à Yakou, quoi. Là-bas, il n'y avait pas de ça. Eux, pour eux, c'était normal. C'est la compétition à l'entraînement. Ça dure sur le terrain 1h30 intense. Mais par contre, tu t'es entraîné, quoi. C'est du rythme, que du rythme, que du rythme et de la motivation. Bien joué. Encore, c'est pas grave. Encore, répète. C'est que ça. Demain, si je dois te crier dessus en Angleterre, il n'y aura pas de problème, ça ne va pas en venir aux mains. En France, je te crie dessus, je vais bomber mon ego, je dirais, tu crois que je suis un petit ou quoi? Moi, tu me parles pas comme ça. Attends, rentre dans le vestiaire, je vais te faire ton truc. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est une mentalité d'homme. Chacun est là pour le même objectif, c'est d'être performant. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est que les gens ils sont bien financièrement, donc il y a moins d'agressivité. Comme on sait tous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. En France, je ne sais pas si le terme, je veux bien le dire, il y a des disparités de salaire. Ouais. Donc ça fait que certains sont aigris, d'autres sont moins aigris, d'autres sont au-dessus et compagnie. En Angleterre, quand tu es en PL, je ne veux pas dire que c'est que tu es bien, mais c'est le dernier de tes soucis financiers. Ouais. Tu vois. Tu nous parlais, pour rebondir sur les séances d'entraînement, là, tu nous parlais tout à l'heure quand tu es arrivé au Stade Malherbe, entraînement tous les jours, l'exigence, etc. Est-ce qu'en arrivant en Angleterre, tu as compris pourquoi est-ce que les Français, les petits jeunes Français avaient la réputation d'être des feignants, de moins bosser que les autres? Aujourd'hui, il y a des cellules qui sont plus professionnalisées avec des analyses vidéo, des kinés qui sont dans la réathlétisation, dans la prévention. En fait, les clubs français se structurent de plus en plus. Ouais. Et voire même, peut-être même des structures qui sont équivalentes à celles du haut niveau maintenant. Mais pas tous les clubs. Pas tous les clubs, bien sûr. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis retrouvé en gros à avoir 8 kinés, 3 analyses des données sur le terrain GPS, 4-5 préparateurs physiques en salle, un cuisinier, 2 cuisiniers. Quand tu vas en déplacement, tu as le cuisinier qui te prépare tes haricots verts et ta purée et ta salade de fruits dans le bus après le match. Tu ne manges pas ta pizza à l'emporte-pièce. Tu arrives à l'entraînement le matin, tu veux déjeuner, tu veux manger des œufs comme ça, tu les as. En gros, c'est pas ce que les gens, maintenant, c'est de plus en plus visible. Ils le montrent par rapport aux différentes chaînes et compagnies, l'intérieur des clubs, l'inside. Mais tu arrives à l'entraînement 1h30 avant, tu déjeunes, tu fais ta prévention, tu travailles sur tes axes que tu dois travailler, que ce soit faiblesse ou qualité, mais c'est structuré. Et après l'entraînement, prends ton repas. Et ensuite, tu restes au club pour bosser et compagnie. Et tu avais d'autres joueurs qui rentraient chez eux faire une sieste et qui allaient à Manchester pour aller voir un coach privé. Et aujourd'hui, je te cite l'exemple des joueurs que j'ai côtoyés, que ce soit Fabien Delph, Aston Villa et Christian Benteke, qui m'a beaucoup aussi aidé là-bas parce que c'était un joueur très important du club. Et humainement parlant avec moi, il m'a tout de suite accueilli. Il m'a pris comme son frère. On habitait dans le même lotissement, on a partagé des choses ensemble. Il m'a mis en garde, il me mettait en garde, il me conseillait, au même titre que Charles Nzobia. C'est des mecs qui ont travaillé dans l'ombre, que ce soit Fabien Delph ou Christian Benteke. Ils ont travaillé sincèrement. Et quelques années plus tard, ça a fait un transfert à 20, 25 millions, 30 millions. Chiffre qu'aujourd'hui, qui est normal. Oui. Mais c'était un mec qui avait mis, je me souviens plus de la saison qu'il avait fait. Il avait mis 23 buts en PL. Dans un club relégable, qui se battait pour la relégation. Ouais. On regardait de toute façon les résumés, Christian Benteke. Incroyable. Il était toujours sur le tableau. Incroyable. Sur le tableau des scores. Et donc la première ligue, alors comment ça se passe après ce premier match à Everton? Qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que je dois m'adapter, quoi. Ouais. Notamment au niveau de la langue. Ah oui, tu parles pas anglais? Je parle pas anglais du tout parce qu'en cours, l'anglais, c'était le dernier de mes soucis. Le fait de s'adapter aussi à la ville, à l'alimentation. En fait, c'était beaucoup de petits détails qui m'ont un peu dérangé, en fait, en quelque sorte. Parce que moi, je vivais toujours comme un joueur français, parisien, qui va faire ses courses à Carrefour. Et si demain, j'ai envie de manger une petite pizza, je vais la commander. Ouais. Mais non, là-bas, tu n'as pas le droit de faire ça.
tu dois le faire d'une manière structurée. Pourquoi? Parce que le joueur de PL, pour les Anglais, c'est une star. Qu'il soit à Bournemouth ou je sais pas où, à Burnley ou quoi, c'est une star. Il est respecté. C'est un joueur pas accessible, c'est quelque chose. Aujourd'hui, le joueur de Reims, il peut aller faire ses courses à Carrefour, il va faire une photo et ça s'arrête là. Bien sûr. Mais en Angleterre, c'est là que j'ai commencé à comprendre que tes faits et gestes pouvaient être pris dans ton dos et balancés sur les réseaux sociaux. Donc moi, on m'a mis en garde. On m'a dit, est-ce que tu as Twitter? Est-ce que tu as les réseaux sociaux, Instagram et compagnie? Je dis, ouais. On m'a dit, couplé. Je dis, pourquoi? On m'a dit, après les matchs, si t'es pas bon, tu vas te faire insulter. Est-ce que tu es prêt à assumer cette charge mentale? C'est pas une charge mentale où on te dit, ouais, t'as pas été bon ou quoi que ce soit. C'est qu'on va t'insulter sur 200 lignes. En fait, tu vas être entêté, on va t'insulter, tac, 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 tac. Et le lundi, il faut aller assumer ton truc. Donc, fallait que je me mette dans tout ça. La première demi-saison, je ne réalisais pas où j'étais forcément. Je jouais au foot avec mes qualités, je jouais. Mais je n'étais pas dans un professionnalisme absolu. J'étais à la française. Comme on m'a appris, j'étais comme ça. C'est ça. Donc, voilà. Du coup, on a tous une responsabilité, hein, vous qui nous regardez, je sais qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont regarder cette vidéo, on a tous une responsabilité sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se permettre d'aller se défouler sur des joueurs parce que notre équipe favorite n'a pas gagné le week-end. Ça arrive à tout le monde de faire des bons matchs, de faire des moins bons matchs. Et peut-être que pour toi, il a fait un mauvais match, mais pour le coach, ça a été satisfaisant et il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Donc voilà, vraiment, prenez un peu de recul avec le football. Ça reste un sport avant tout, même si c'est une passion pour beaucoup d'entre nous. N'allez pas déverser votre haine sur les réseaux sociaux. Ça reste des hommes avant tout, avec un cœur, une famille qui peut regarder ça, que ça peut toucher. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire, je pense, de ce côté-là au niveau de l'éducation des jeunes qui ont accès à notamment Twitter, parce que Twitter, c'est un défouloir. Aujourd'hui, il y a une des causes, c'est que les gens sont dans les paris sportifs. Ouais. Donc, touche à la poche de quelqu'un. Ah bah oui. Le gars, tu peux lui dire ce que tu veux, il va te dire il a loupé la frappe, donc c'est à moins que rien, quoi. Ah bah oui. Donc les gens aujourd'hui, moi je pense que c'est pas peine perdue, mais bon, c'est aux joueurs de faire abstraction, d'aller vers qui peuvent assumer. Si tu peux l'assumer, assume-le. Si tu peux pas l'assumer, coupe-toi de ça. Ouais. C'est tout. Moi je pense qu'il y a tellement de détails qui font que, en fait, en soi, c'est la première des responsabilités déjà, c'est à nous de nous protéger, de se protéger et de connaître ses limites, de savoir ce qu'on peut assumer, qu'est-ce qu'on ne peut pas assumer. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui sont obligés, entre guillemets, d'avoir les réseaux sociaux, d'être visibles, etc. Je discutais avec un agent il y a quelques années de ça, qui me disait qu'un club aujourd'hui va préférer prendre, par exemple, je dois signer un milieu def, box to box, je vais avoir deux profils identiques, il y en a un qui est un petit peu meilleur que l'autre, mais celui qui est un peu moins bon, il a une communauté incroyable sur les réseaux, il va me faire un bouquin marketing incroyable au club, et ils vont favoriser parfois ce genre de joueurs. Et du coup, il y a des joueurs qui sont quand même contraints de poster des choses après les matchs, de mettre un peu de contenu. Eux, ils se font insulter. Ils n'ont peut-être pas les épaules pour le supporter, notamment, on a plein d'exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ce n'est pas du tout le but de la vidéo, mais voilà, toujours est-il que Yacouba a raison, les joueurs, si vous n'avez pas les épaules pour assumer, coupez vos réseaux. Et surtout les petits, arrêtez de jouer au paris sportif parce que ça, c'est pas un jeu du tout. Pas bon, ça. C'est pas bon parce que vous allez rarement être gagnant dans l'affaire. Vous faites la balance entre ce que vous mettez et ce que vous gagnez. C'est rarement bon, et surtout pas avant 18 ans, avant d'être totalement majeur et en pleine capacité. Et surtout que moi, je vais être plus clair et cash, ne jouez pas, ça sert à rien, c'est pas bon, c'est tout. Jouez pas, voilà. Ça sert à rien. Et du coup, Aston Villa, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le ballon, le football. Ah gars, c'est ça, on est là pour ça. Aston Villa, combien de matchs tu fais dans tes 6 premiers mois là-bas? Je me souviens pas trop, mais je crois que j'étais. Mais tu joues. Je joue de temps à autre, en fait, je joue de temps à autre. Est-ce que tu joues, parce qu'ils ont une culture là-bas de faire jouer beaucoup la Cup. Tous ces matchs-là, je les ai joués. Vous étiez encore qualifié en Cup quand tu es arrivé? Ouais, mais je l'ai joué. Il y avait deux coupes. Il y avait la Cup et il y avait la Carabao. La Carabao Cup qui a été renommée ou quoi. Ouais, c'était la Coupe de la Ligue anglaise. Ouais, c'était la Coupe de la Ligue anglaise. Bref, je joue en fait, mais cette saison-là, en fait, elle était compliquée pour l'ensemble du club. Pourquoi? Parce qu'on ne pensait pas qu'ils allaient se maintenir, quoi. Ouais. Mais pour moi, j'ai contribué au maintien du club. C'est-à-dire que j'ai joué sur des matchs, j'estime que j'ai été bon. Pour une aussi grosse marche, j'ai été bon.
Et après, sur la saison d'après, là, par contre, j'étais plus adapté, j'étais vraiment bien. D'accord. Donc, Du coup, alors eux, quand ils te font signer, on a bien vu ton schéma, c'est la shortlist, c'est off, hop, Yacouba, on va le tenter, C'est ça. hop, on le fait, Yacouba, il arrive. Mais l'année d'après, du coup, ils vont pas chercher quelqu'un d'autre. Ils vont forcément te ramener un petit peu de concurrence à ton poste, mais ils te font quand même confiance. le coach m'a fait confiance. Pour lui, j'étais un jeune joueur qui devait tout apprendre, mais je ne l'avais pas entendu de cette oreille-là. Du coup, moi, à un moment donné, je suis international français espoir, je dois jouer. Donc, en Ligue 1, les joueurs de mon âge jouaient. Mais moi, on me rappelait que le fait d'être en première ligue, ça équivalait à l'époque à 4 ou 5 matchs en Ligue 1. Je jouais des matchs, je peux être fier d'avoir joué à cette époque-là contre titulaires, contre Chelsea, Manchester, City et compagnie. Le coach m'a donné, j'ai joué. Et notamment contre Chelsea, je finis homme du match. Et juste après ce match-là, en fait, j'étais pas dans les petits papiers, mais ça parlait peut-être d'une éventuelle peut-être sélection en équipe de France A. D'accord. Parce que des joueurs de mon âge qui étaient dans ce championnat-là, ils étaient tous à Newcastle. Et pour la plupart, c'était un peu compliqué. C'était à l'époque des Stambouli, des Cabella, des joueurs qui ont connu l'équipe de France. Donc, j'ai été. Mais moi, j'avais un rêve au fond de moi, c'était de jouer à côté de joueurs que je regardais à la télé sur Eurosport. C'était des Seydou Keita, des Momo Sissoko. Je voulais représenter mon équipe nationale. Je voulais représenter l'appel de la sélection malienne n'est pas arrivé. C'est arrivé à un moment donné, j'ai accepté tout de suite. J'ai même pas cherché à dire qui, pourquoi, du comment. Ouais. J'ai laissé mon statut d'espoir pour aller en équipe nationale du Mali. C'est arrivé quand l'appel du sélectionneur malien? C'est arrivé après la CAN, je crois, la CAN 2012, je crois, ou 2013. Carteron. Carteron m'appelle, il me dit écoute, vas-y, je vais te sélectionner. Tu dis quoi? Je dis ok. Je dis vas-y, je viens. Et les gens autour, ils me disaient, t'es un fou, tu joues en PL, patiente, tu vas, il y a l'équipe def peut-être, non. Je leur dis, mais écoutez les gars, moi c'est ce que je veux, moi je veux représenter mon pays, c'était ça que je voulais. Quel rapport tu as toi avec le Mali à ce moment-là? Rapport, moi, c'est que je suis malien, je suis né en France, mais je suis malien. Ouais. Et l'équipe du Mali m'avait toujours fait rêver. C'est-à-dire jouer sur la terre de ses parents, surtout qu'on sait tout ce que nos parents ont laissé. Exactement. Pour venir en France. Pour moi, c'était juste normal d'y aller et de mettre cette force-là, de mettre haut le nom Sylla au Mali. Moi, c'était ça mon objectif. Et force est de constater que tu as réussi. Tu as fini avec le brassard quand même de cette magnifique sélection malienne. Est-ce que, en toute honnêteté, puisqu'on est là, on se parle en toute franchise, est-ce que tu penses que si tu avais été sélectionné en équipe de France A et que tu avais opté pour l'équipe de France A plutôt que le Mali, est-ce que tu penses que tu aurais une carrière différente? Est-ce que tu fais partie de ces joueurs qui pensent que les joueurs africains sont sous-cotés ou maltraités parce que africains? Ça relève, moi aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que je connais parfaitement, c'est que ça relève de la responsabilité déjà de nos instances déjà, premièrement. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait une logistique qui était compliquée. Va donner le respect à quelqu'un qui ne se respecte pas. Ouais. Déjà, va donner le respect à quelqu'un qui ne se respecte pas. C'est impossible. Non. Donc, billets d'avion, game plan, etc. Ce n'était pas fait dans les temps. C'était fait, mais ce n'était pas fait dans les temps. C'était compliqué en termes logistiques d'apporter à son club européen une assurance que le joueur allait voyager tel jour, allait revenir tel jour. Ça, c'était une réalité, ça. Faut pas se mentir. Ça, c'était souvent la veille pour le lendemain, des trucs comme ça. Tandis que les autres sélections, que ce soit aujourd'hui, je veux dire l'Albanie ou je ne sais quel autre pays, eux, ils recevaient peut-être leur convocation en temps et en heure. Nous, on recevait nos trucs à l'emporte-pièce. Il y avait des mecs qui se battaient quand même pour faire en sorte que ça se passe bien, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait en sorte que ça ne se passait pas comme ça devait se passer. Donc, est-ce que vous, en tant que joueur, vous avez un pouvoir sur ça? Moi, je sais qu'au Sénégal aussi, ils avaient quand même pas mal de soucis en sélection, des hôtels parfois à la limite du décent. Hein, on ne parle même pas de luxe, là, on parle juste de limite savoir-vivre minimum pour des êtres humains lambda. Il n'y avait même pas ça, il n'y avait pas de connexion, pas de Wi-Fi, pas de moyen de communiquer avec l'extérieur.
Donc, est-ce que toi, en tant que joueur, est-ce que tu penses que vous avez pu contribuer à améliorer l'état de vos sélections respectives? Bon, en fait, ils ont été, on a contribué d'une manière ou d'une autre dans tous les cas. Mais ils ont été obligés de se mettre au diapason parce que déjà les instances ne laissaient plus faire. Ouais, Il y a des comptes à rendre et surtout il y a des joueurs à attirer. C'est ça le plus important. bien sûr. Moi, personnellement, ma génération, on allait en équipe du Mali parce que on aimait être entre nous. On aimait se retrouver lors des rassemblements. On était tous amoureux, aujourd'hui aussi encore, amoureux de notre pays. On voulait accomplir quelque chose. Il y avait vraiment un rêve derrière. Aujourd'hui, moi, je trouve que la sélection est devenue accessoire. C'est-à-dire, pas pour tout le monde, hein. Ouais. C'est-à-dire, bon, vas-y, j'ai 2 semaines à faire dans mon club, au lieu de faire du 15-15 et me prendre la tête après une défaite le dimanche pendant que les autres ils sont partis en sélection. Ah, vas-y, je vais aller en sélection, vas-y, j'accepte. Mais une fois que tu te retrouves dans le casse-pipe, là, bah, c'est ton cœur qui parle. Bien sûr. Il faut devoir accepter que ça ne se passe pas comme tu l'as prévu. Il faut accepter qu'il y ait moins de moyens que ce que tu connais. Il faut accepter que les mentalités elles soient différentes. Il faut accepter plein de choses. Cela n'empêche pas la bêtise humaine, c'est-à-dire de ne pas accepter qu'on te traite comme de la merde. Ça ne l'accepte pas. Mais quand tu vas dans ta sélection, tu y vas avec le cœur. Tu y vas avec le cœur en sachant il peut se passer tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, je trouve que les joueurs, ils y vont sans réellement savoir dans quoi ils mettent les pieds. Tu vas représenter un pays. Pour la plupart des pays, c'est le tiers-monde. Ouais. Donc, ils attendent que le foot. Tu vas te battre. Laisse les problèmes de côté. Les problèmes mineurs, tu les laisses de côté. Ce qui est réglable, tu le règles. Notamment sur le plan des primes. C'est des choses, on doit te les donner. L'hébergement, c'est quelque chose de normal. Tu dois dormir dans un endroit décent. Bien sûr. Mais tout le reste, les à côté, faire abstraction, pour moi, ça forge le mental. Pour moi, c'était ça ma philosophie. J'y vais, je prends, je gagne, c'est pas perdu. Donc, En plus, tu as dû passer, toi, de la première ligue où tu jouais sur des billards tous les week-ends à l'entraînement. Des sacrés champs de patates. Mais c'est bien, ça t'a permis d'être le joueur que tu es devenu, l'homme aussi que tu es devenu, parce que ça te forge pas non seulement en tant que joueur, mais en tant qu'homme aussi. bien sûr, bien sûr. Et en tout cas, voilà, c'est pas pour autant que tu craches sur l'équipe de France. Tu nous en as parlé aussi Bien sûr. avec beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté d'avoir pu porter ce maillot bleu. Et puis, bien entendu, après, les racines, ça bouge pas. C'est plus profond. Ça bouge pas parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France, aujourd'hui, Espoir, m'a peut-être permis, quand je te parlais de la shortlist, Ouais. d'accéder à la première ligue. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut être international. Ouais. À l'époque, il fallait remplir un certain c'est ça. nombre de quotas de matchs. J'étais international. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir aller en première ligue. Tout simplement. Ok. Donc, Aston Villa. Aston comment Villa, ça s'arrête? personnellement, j'avais un besoin de jouer, de Ouais. progresser, de jouer, parce qu'en fait, j'avais en visu la Coupe d'Afrique des Nations, où je ne voulais pas être pris comme un élément du groupe, je voulais être pris comme un élément important, c'est-à-dire apporter ma pierre à l'édifice, jouer, m'épanouir, jouer. J'estimais que j'avais pas la garantie de jouer tous les week-ends, donc je me suis précipité. Il y a une offre de Kayseri RGS Sport, c'était un promu en D1 turc, qui m'ont proposé de venir jouer en prêt pendant 1 an. Chose qu'aujourd'hui, aucun joueur, ça aurait été la trajectoire d'aucun joueur. Tu es en première ligue à Aston Villa, tu veux te prêter, tu es prêté à Galatasaray ou tu es prêté à Fenerbahçe. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas prêté prêté chez un promu. Et c'est ça qui montre aussi que le monde des agents et compagnie, il a été multiplié par 100. C'est-à-dire que à cette époque-là, ça aurait été maintenant, jamais un agent qui que ce soit aurait accepté que je parte chez un promu. Il aurait dit non, mais je te ramène, si tu veux, je te ramène une D1 espagnole, tu vas aller jouer, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'agents qui maîtrisaient les marchés. Donc, je suis parti en Turquie, où ça a été l'une de mes saisons où j'ai le plus joué. Malheureusement, on est descendu. Ouais. J'ai pu participer à la CAN. Et lors de cette CAN-là, on a été éliminé au tirage au sort. Le tirage au sort? C'est-à-dire, explique-nous. En gros, on était dans la poule avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ah oui, d'accord, ouais, ça me dit quelque chose. Et en fait, on s'est retrouvés avec le même nombre de points que la Guinée pour la seconde place. Le lendemain du match contre la Guinée, comme on avait fait un partout, on a pris l'avion ensemble. Et il y a un tirage qui a été fait, je ne sais pas dans quelles conditions ou quoi. Bref, c'est comme ça, c'est le destin. On nous apprend qu'on est éliminé de la CAN. Donc la Guinée est passée, nous on n'est pas passé. Et ça a été un grand tournant aussi dans ma carrière de joueur parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que
C'est là que à ce moment-là, tu te dis que tu lâches ton club, tu fais une préparation de malade, tu joues pour une patrie, mais en fin de compte, tu sors comme ça. Donc j'ai eu du mal à réaliser, mais bon, après on est passé à autre. Je suis retourné dans mon train-train quotidien en Turquie. Par la suite, j'ai fait une bonne saison. Rennes est venu auprès d'Aston Villa comme j'étais prêté. Ils m'ont acheté. C'est là que je suis transféré au Stade Rennais. Et donc enfin la Ligue 1? Enfin la Ligue 1. En gros, pour moi, c'était quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que partir en Turquie, être prêté en Turquie, descendre avec le club, c'est que ma saison, elle était pas si mauvaise que ça. Du coup, j'arrive au Stade Rennais et dans un groupe bien étoffé. Il y avait beaucoup de joueurs. C'est là où je pense que j'ai vu le plus de joueurs dans ma carrière. Et je découvre la Ligue 1. Inconnu du grand public, d'où il sort ce joueur. Il est parti en Angleterre se brûler les ailes. Il était en Turquie l'année dernière. Le club est descendu. Tout a prouvé. Et alors la différence de niveau entre la Première Ligue et la Ligue 1? En fait, en fin de compte, vu que j'avais le football africain dans les jambes, le football turc, le football de Ligue 2 et le football anglais, en fait, en fin de compte, j'étais prêt en fait. J'étais prêt, il fallait juste que j'arrive à doser pour pouvoir m'imposer. Donc en termes de rythme, totalement différent. En Angleterre, à l'époque, c'était inacceptable de jouer derrière. En France, on te demandait de faire un tour, de respecter le plan de jeu, d'être structuré. En fait, toutes les consignes devaient être, on va dire, faites comme le coach le demandait. Après, il y avait des coachs qui étaient moins axés sur la tactique, qui étaient plus axés sur autre chose. Bref, c'est propre à chaque coach. Mais en Angleterre, tout ce qui est aspect, c'était plus le coach vivait le match. En fait, tout ce qui était tactique et compagnie, quand tu arrives sur le terrain, il n'y a plus le temps pour ça. En fait, c'est que de la motivation. En fait, tu sais ce que tu dois faire. Et c'est de l'accompagnement de sportifs. C'est du management, merci. Ouais. Le coach en PL, il est sur du management. Il fait des choix, bien évidemment, avec son staff, parce qu'il a sa tablette, il voit les problématiques et compagnie. Il agit comme ça. Mais c'est pas lui qui va être là à régler je ne sais quoi, à part si c'est Pep et d'autres coachs qui sont amoureux de la tactique. Mais sinon, les autres, c'est du management. Ils font confiance à leur staff et ils font. Et en France, donc c'est complètement différent. En France, moi, ce que j'ai connu, c'était plus, tu prépares ta semaine. C'était totalement différent. Franchement, pour moi, c'était plus tranquille, mais avec plus de vices. Du coup, moi, comme j'avais tout approuvé, c'est-à-dire que j'étais venu énervé, donc je me suis imposé direct. Ouais. Mais derrière, il y a tout un système qui fait que quand tu arrives par la petite porte, à un moment donné, quand il y a un joueur qui doit sauter, c'est toi qui sautes. Mais malgré tout, j'ai réussi à faire quasiment 28 matchs. Dans une saison où on s'est tapé jusqu'au mois de février dans les 3 premiers de Ligue 1, où j'étais jusqu'au mois de novembre meilleur récupérateur de Ligue 1. C'était une saison enrichissante, passionnante, mais sur la fin qui m'a un peu dégoûté. Et c'est là que, vers la fin, on m'a attribué le brassard de capitaine de la sélection. D'accord. Donc c'est là qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que dans le foot, en fait, c'était pas forcément tout le temps le meilleur qui jouait. À part si tu mets 4-5 buts par match, là, il n'y a pas de débat. Ouais. Mais si tu es au coude à coude avec un joueur qui a peut-être l'intérêt avec tel coach et tel agent et compagnie, aujourd'hui on sait comment ça fonctionne. Mon Dieu, tu vas t'asseoir. Donc moi, il fallait que je puisse m'installer et jouer constamment, mais aussi me remettre en question aussi. Il y avait des moments où je n'étais pas bon. J'ai pas été bon tout le temps. Mais être dans un cadre où tout allait être intègre pour moi pour que je puisse jouer. Et que si demain il se passe quelque chose, là je peux dire c'est de ma faute. Ouais. Genre en gros, c'est moi j'ai pas été bon, c'est moi j'ai pas fait ça, c'est moi j'ai pas fait ça. Et du coup j'ai essayé de chercher une porte de sortie. Et malheureusement ça a tardé. Paf, Montpellier ils arrivent et je suis monté dans l'avion et je suis parti. On me garantissait de jouer. On te prête à Montpellier? On me prête à Montpellier. Okay. On me garantissait de jouer. Je suis parti à Montpellier, j'ai joué jusqu'à la CAN, chose qui les a irrités. Pourquoi? Parce qu'ils perdaient un joueur. À l'époque, la CAN, c'était... Ça aussi, c'est un vrai problème pour les joueurs africains. Hein, ce décalage. La CAN se joue en janvier, hein, pour ceux qui savent pas, en début d'année, parce que les chaleurs en Afrique sont bien trop importantes pour pouvoir jouer en juillet-août.
pendant les coupures. Voir la saison des pluies. Voilà, Mm. ou la saison des pluies, Mm. exactement. Et du coup, en janvier, ça pénalise énormément de joueurs africains qui doivent quitter leur club. Et les clubs aussi se disent, ok, ce joueur-là, il est incroyable, il coche toutes les cases, mais il ne sera pas là pendant 30 jours en janvier. En janvier, c'est une période un peu charnière. Donc c'est un peu compliqué pour vous, les joueurs africains, de se dire, voilà, on risque de perdre notre place à cause de l'amour qu'on a pour notre pays, quoi. 80% des joueurs perdent leur place. Hein. Ouais. C'est clair. C'est que soit tu reviens en retard, soit tu reviens, tu as un décalage athlétique et émotionnel déjà. Pourquoi? Parce qu'il faut redescendre. Et voilà. Et des fois, il y a même de la rancune. Tu vois. Ouais. On a joué sans toi. Il y a aussi le résultat du moment. Le club, l'équipe, elle a tourné sans toi. Et ça, c'est normal. Oui. Oui, c'est vrai que si tu pars avec le club, fait pendant ton absence 4 matchs et 4 victoires et que ça tourne super bien, et forcément quand tu reviens, tu vas galérer un petit peu plus à retrouver ta place. C'est clair. Ça, c'est sûr. Mais du coup, Montpellier, tu restes quoi, 6 mois? Non, je fais 1 an. Je fais un an complet. Ouais. Et ensuite, j'avais une option d'achat qui n'a pas été levée. Je l'ai appris dans la presse. Je me rappelle, j'étais en vacances en Turquie. Je l'apprends dans la presse que mon option ne sera pas levée. Et c'est mon père qui me l'apprend, je me rappelle. Il me dit courage, tout ça. Non, je dis qu'est-ce que tu me racontes? Je regarde dans la presse, je vois mon option ne sera pas levée. Donc je dois forcément retourner à Rennes. Ouais. Mais il s'avère qu'à Rennes, en fait, il y avait beaucoup trop de joueurs. Ouais. Donc c'est là qu'ils ont commencé les lofts. Donc je me retrouve à aller au loft. Et pendant à peu près un mois et demi, on charbonne à 8, voire 9, à l'écart du groupe professionnel. Et à l'époque, les lofts, ce n'étaient pas les lofts de maintenant. Même si Rennes nous mettait dans des bonnes conditions. Parce qu'ils ont quand même des engagements vis-à-vis de la LFP et de l'union, des footballeurs professionnels. Ils doivent quand même mettre à disposition c'était respecté. Exactement les mêmes conditions que quand tu es en équipe pro. C'était respecté, mais c'est dur. Mentalement, c'est dur. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu n'as pas de match amicaux. Généralement, tu es dans un loft, tu n'as pas de gardien pour frapper au but. En fait, c'est un moyen psychologique de te faire craquer pour accepter la première offre qui vient. C'est-à-dire, tu vas faire que de courir. Et c'est pas illicite, mais c'est blâmable. Parce que demain, si toi tu veux partir, le club il a son mot à dire, c'est lui qui est patron. Mais demain, quand il veut plus de toi, c'est la même chose. Oui. Et c'est pour ça que souvent il y a des joueurs qui vont au clash. Parce qu'ils connaissent les réalités. Ils se disent, attends, moi demain je suis plus performant, tu vas me dégager comme je sais pas quoi, tu vas me foutre la misère. Donc laisse-moi gérer mon truc comme j'ai envie de le gérer. Si tu n'es pas content, mets-moi une amende. Il y a des joueurs, ils sont comme dans cet état d'esprit-là. Donc moi, ça n'a pas été le cas. Il y a le Stade Rennais, en fait, ils étaient en train de chercher une solution pour me sortir. Du coup, je vais au Dynamo Zagreb, où je passe la visite médicale et compagnie et ce qui en suit. Mais en fait, très bon club, le Dynamo Zagreb. Mais j'ai pas signé. Ouais. Parce que en soi, le Dynamo voulait modifier les termes financiers avec Rennes. Donc en fin de compte, Zagreb, comme ils n'étaient pas d'accord, il fallait trouver un problème. J'ai échoué à la visite médicale. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Donc ils avaient soi-disant dit que au niveau de la cheville, il y avait un problème. Mais en fait, c'était pour le mec, il est venu nous voir à l'hôtel. J'étais avec mon frère. Il a dit, tu viens d'Afrique? J'ai dit oui. J'ai dit, je suis né en France, mais je viens d'Afrique. Ok. Il m'a dit, ici, c'est l'Afrique de l'Europe. En rigolant, il est parti. En gros, moi, on ne va pas me la faire à l'envers. Moi, si j'ai décidé que ça se passe comme ça, ça se passera comme ça. Et après, il me dit, tu veux venir en prêt avec option d'achat? Je dis, prends-moi mon billet retour, je rentre chez moi. J'ai échoué à la visite médicale. Je rentre chez moi, je rentre à Rennes. Donc, je pars à Lorient faire une contre-expertise parce que c'était sorti dans la presse et que ça allait faire forcément baisser ma valeur. Et moi, je ne pensais même pas à l'intérêt du club du Stade Rennais, je pensais à moi. Est-ce que j'allais pouvoir trouver un projet adéquat la saison d'après? Donc, je suis parti à Lorient faire une contre-expertise. Le médecin spécialiste m'a dit non, il voulait juste pas te payer, c'est tout. Donc, rentre en paix avec ton document et je te souhaite bonne chance, quoi. Donc, sur le tard, on trouve le Panathinaikos, qui était encore qualifié pour les tours préliminaires de l'Europa League. Et voilà, je signe là-bas. Comment ça se passe la vie en Grèce? Franchement, je suis surpris. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le foot, c'est vraiment des passionnés de foot. Ouais. J'ai découvert, je suis quand même tombé dans un club avec l'Olympiakos où il y a le plus de fans. Donc c'était un club réellement où j'ai senti qu'il y avait de l'amour. Parce que
quand tu joues dans ce club-là, bah, tu rentres dans une famille. Et voilà, la saison, bah, ils avaient des problèmes financiers tout simplement. C'est-à-dire qu'ils avaient des dettes d'anciens joueurs qui remontaient même à Djibril Cissé et compagnie. Du coup, ils avaient du mal à payer les salaires. Moi, j'étais prêté par le Stade Rennais. C'est Rennes qui prenait en charge le Non, salaire. c'était le Panathinaikos. C'était J'avais le négocié de Panathinaikos. nouvelles conditions, mais c'était le Panathinaikos qui devait gérer. Donc, au bout de 3 mois, bah, j'appelle le président du Stade Rennais. Je lui dis, écoutez, bah, il y a des problèmes financiers dans le club, donc j'aimerais trouver une autre solution, quoi, parce que le climat, il est pas top, quoi. Il me dit, ok. Il m'a dit, si tu as quelque chose, tu peux y aller. Donc, je résilie mon prêt. Donc, je redeviens joueur sous statut rennais. Mais le président, c'était à l'époque M. Létang, il n'entendait pas de cette oreille-là. Lui, il voulait me pousser vers ce qu'il voulait. Bien Donc, sûr. pour moi, j'avais Amiens qui était en Ligue 1 à l'époque. Mais Rennes avait mandaté un agent belge qui répondait, qui cochait toutes les cases pour qu'il puisse rentrer dans ce qu'il voulait obtenir de moi, financièrement. Donc, tout ce que j'avais, moi, qui me plaisait, ils l'ont balayé. Donc, moi, j'étais chez moi, joueur du Stade Rennais, en janvier, joueur de Ligue 1, sans entraînement, sans rien. Pourtant, j'étais sous contrat. En fait, c'était une pression psychologique pour que je puisse accepter d'aller jouer en Belgique. Ça dure des semaines et des semaines. À un moment donné, je dis bon, vas-y. Si contractuellement c'est réuni et compagnie, je vais y aller. Ça reste de la D1. Il y a des bons clubs en Belgique et compagnie. J'ai le mental pour. Je vais m'imposer, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, je suis tombé dans un club qui était relégable et on n'a pas pu se sauver. Donc, descente en D2. Dis-toi que juste un an avant, j'étais joueur de Ligue 1. À l'époque, faire Ligue 1 D2 belge, ça n'existait pas. En gros, tu avais toujours cette cote à rester dans un standing. Moi, dans mon contrat, j'avais négocié une clause que mon contrat ne baissait pas si on descendait, quoi. Eux, ils étaient là, hors de question, on va pas descendre, t'inquiète pas, vas-y, on met. En fin de compte, on descend. Un mois après, on vient, on me dit, écoute, tu dois baisser ton salaire. Je dis quoi? Je dis, pourquoi? Je dis, parce que tu dois baisser ton salaire. Si tu baisses ton salaire et qu'on monte de D2 à D1, ce sera considéré comme une prime. Je leur dis non. Je dis ce qui m'est dû, vous allez me le payer. Oui. Et déjà, premièrement, je vais essayer de trouver une porte de sortie pour aller jouer en D1. Parce que j'étais capitaine encore du Mali. Donc, les semaines elles passent, je joue. Et j'avais même récupéré le brassard de capitaine dans le club de D2 à Malines. C'était le KV Mechelen. Et après un match de Coupe de Belgique, je reçois un appel du directeur sportif qui me dit écoute, à partir de demain, tu t'entraînes plus avec le noyau A. Je dis pourquoi? Il dit parce que tu veux pas baisser ton salaire, tu joueras plus dans l'équipe. Je dis ok. Je dis dans ce cas-là, on trouve une solution, je pars dans un club quoi. En fin de compte, à chaque fois que ce soit le Stade Rennais ou Malines, à chaque fois ils ont fait confiance aux mauvais agents pour mandater. Ils ont mandaté les mauvais agents. Ouais. Donc c'était des mecs qui venaient avec des offres qui étaient dans leur intérêt, pas dans la mienne. Donc automatiquement je refusais. Donc c'est-à-dire que j'ai passé 4 mois où je m'entraînais avec les U21 de Mechelen. Des fois c'était dans un stade où il y avait un parc où tu pouvais t'entraîner avec du caca de chien, des trucs. En fait, ils attendaient juste que j'aille à la faute, que je craque. Mais c'est à partir de là que je suis devenu mature. J'ai dit non, en fait, c'est qu'un jeu. Ils jouent leur partition, moi de jouer la mienne pour protéger mes intérêts. Donc, je suis parti à l'entraînement, j'ai changé mon mood. J'allais avec les petits, je n'avais pas le droit de jouer les matchs. Du coup, je l'ai pris dans un point de vue positif. J'en ai profité pour faire le point sur ma propre vie, sur aussi ce que j'avais pas fait de bien aussi. Jusqu'à qu'on trouve la solution. Donc au mois de janvier, on a trouvé une solution. J'ai résilié le contrat, mais je l'ai résilié tard. C'est-à-dire que tous les championnats majeurs étaient fermés. Donc je devais finir la saison et jouer. Donc un agent est venu avec l'opportunité de m'exprimer en Norvège, chose qui était totalement pas dans ma tête. Mais encore une fois, le foot a parlé, je suis parti. J'ai dit bon, faut que je joue, faut que je sois actif. Je suis parti en Norvège où j'ai signé un contrat de 2 ans à Strømsgodset. Si les gens ne connaissent pas, c'était le club de Odegaard qui est Arsenal. D'accord. Je suis parti, j'ai découvert des personnes super gentilles, droites, honnêtes, propres. Vraiment une tranquillité d'esprit absolue. Vraiment. Les stades étaient pleins aussi.
mais c'est pas leur passe-temps Oui, c'est premier. pas le sport numéro Voilà. un, ouais. Mais les stades étaient pleins. Donc directement, j'arrive à un championnat qui commence au mois de mars. Donc je m'impose. Bah, je suis le joueur le mieux noté du championnat. Et à la trêve, bah, tu as le Tchéferry Cluj qui viennent et qui m'achètent, le club Très je transfère. présent en Europe, souvent, ils faisaient Ouais. des gros coups en plus contre les clubs français, souvent. C'est ça. Et du coup, j'atterris au Tchéferry Cluj où je suis tombé sur un coach qui était président, coach, directeur sportif. Si dans la minute, il n'avait pas ce qu'il voulait, bah, il n'en voulait plus. Vraiment un dictateur, un dictateur. C'est moi, je veux ça et je l'ai comme ça. Donc j'étais dans ses papiers, mais les négociations ont trop tardé. Mais en fin de compte, il ne me voulait plus. Mais le président du club avait vu en quelque sorte une future plus-value en me prenant. Donc j'arrive au club, mais le coach ne me voulait plus. Il m'avait acheté, mais il ne me voulait plus. Donc les premiers matchs, il me fait jouer. Après, par la suite, bah, ça a été la misère. C'était, t'es bon, tu t'entraînes bien, t'es sérieux, t'es professionnel, t'es un bon joueur, mais tu ne joueras pas dans mon équipe. C'était clair. Donc à partir de ce moment-là, j'ai serré les dents. Comme mentalement, j'étais déjà armé Oui, avec ce que j'avais vécu avec Rennes et pas avec Rennes, à ma sortie de Rennes, parce qu'avec Rennes, c'est bien passé. Il y a des personnes qui ont été bonnes avec moi et compagnie, il n'y a pas de problème. Mais c'était sur la sortie. Donc j'étais prêt à aller à la guerre et à protéger mes intérêts. J'ai serré les dents un an et demi. Et à partir de ce moment-là, bah, je reçois un coup de fil d'Abdeslam Mouadou, qui venait juste d'être coach et qui venait de reprendre le Mouloudia d'Oujda. Ouais. Donc je résilie, je gère mes problèmes avec le club et je le rejoins. Et en fin de compte, bah, lui-même a été trompé, donc on est arrivés tous dans un projet où on nous a vendu du vent et c'était une catastrophe. T'as pas joué du tout à Oujda? J'ai joué, j'ai été utilisé jusqu'à la trêve, parce qu'en fait il y avait la CHAN qui arrivait au mois de janvier, donc comme c'est un championnat un peu en décalé, il commence en septembre, donc du coup j'ai joué tous les matchs jusqu'à la CHAN. Mais en fin de compte, salaire pas versé, hébergement pas payé, coach pas payé, conflit entre le club et la région et compagnie, c'était trop. Donc j'ai préféré rentrer chez moi, gérer tout ce que j'avais à gérer administrativement par rapport au club, récupérer ce qui m'est de droit. Et en fin de compte, j'ai eu gain de cause quelques années après, mais j'ai passé 6 mois où j'ai pas joué, quoi. J'ai passé 6 mois où j'ai rongé mon frein, voire un an, parce que j'ai fait de janvier à juillet où j'espérais rebondir, mais j'ai pas rebondi, car les gens comprenaient pas forcément pourquoi j'avais atterri au Maroc. Oui. Moi, c'était juste pour jouer au foot, quoi. Bah oui. Parce que moi, dans ma conception, c'est va où on te veut. Donc c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup bougé. Va où on te veut. Ce n'est pas des problèmes avec le club, des problèmes de discipline ou quoi que ce soit. C'est pour moi, je vais là où je suis désiré. Tu me désires, je viens vers toi. Tu ne me désires pas, bah, je reste à ma place. Donc je vais au Mouloudia d'Oujda et j'espère rebondir après la résiliation du contrat. Pendant ces 6 mois, bah, il n'y a rien de bien qui arrive. Donc je continue à me bagarrer, je m'entraîne en espérant que quelque chose arrive. Et c'est là ressurgit Régis Brouard qui venait de reprendre Bastia. Donc il me dit patiente, travaille, je fais une revue d'effectifs. Si j'ai besoin, bah, je sais trouver. Nanana. Bah, un jour il m'appelle, il me dit t'es où? Je dis bah, je suis à Paris. Vas-y, tu sais quoi, on te prend un billet, tu viens, tu vas faire quelques jours avec nous, on va voir comment c'est. J'ai accepté directement. Je suis venu, j'ai joué, je me suis entraîné avec eux. Ils m'ont fait une proposition, j'ai même pas négocié, je me suis dit vas-y, retrouver du plaisir, tout simplement jouer. Surtout que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ouais. Je suis parti, j'ai joué 6 mois et mon contrat s'est terminé. Et dans la foulée, j'ai eu une offre de Roumanie que j'ai acceptée à Botoșani et j'ai joué également 6 mois tous les matchs, mais dans un point de vue physique par rapport au déplacement, à l'organisation, car Botoșani, c'est une ville qui est collée à la Moldavie, donc c'était constamment une fois toutes les 2 semaines, 12 heures de bus aller, 12 heures de bus retour. On ne parle pas d'autoroute, on parle de route zigzag et compagnie. Avec un collègue à moi qui s'appelle Kevin Bolli, un ami à moi, un très bon ami à moi. Bon, on vivait à l'hôtel parce que la ville n'était pas
adaptées elle n'avait pas des logements disponibles, décents à ce moment-là. Il y avait des logements décents, mais ils étaient tous pris. Donc, à un moment donné, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi et mon ami Kevin, on est parti du club et j'ai reçu une offre du club de Virton. Là, c'était mon dernier club en date. Pas cette saison-là, mais la saison dernière, j'étais à Virton. Là aussi, ça a été une catastrophe parce que je suis tombé sur des personnes pas honnêtes pour moi, pas honnêtes. Seul le temps me le dira. Mais c'est des gens qui n'ont pas été vrais, en fait, en soi. Qui m'ont fait passer pour la personne que je n'étais pas. Pourtant, moi, j'étais juste là pour jouer au foot dans de bonnes conditions, avec mes raisons. Mais je suis tombé sur des gens, j'ai pas compris du tout leur délire. Vraiment pas. Choqué, vraiment choqué de ce que j'ai trouvé et même comment ça s'est terminé. Comme je dis, seul l'avenir nous dira comment ça va se passer. Mais moi, j'ai toujours voulu jouer au foot et dans un état d'esprit où c'est la paix, c'est pas la guerre. On n'est pas en guerre. Bien sûr. Donc moi, je protège mes intérêts, ceux de ma famille, mais je ne vais pas aller en guerre pour m'enlever le pain de ma bouche, quoi. Même si demain on est en désaccord, je vais voir si toi ton intérêt il est respecté, si moi le mien est respecté, on est amis. Moi je ne veux pas venir piocher dans ton assiette, tu vois. Donc j'ai été confronté à ce genre de choses-là. Donc en fin de compte l'aventure s'est terminée et pour bien finir la saison, j'ai appelé Sigam Ridjara qui s'occupait aussi du recrutement à Valenciennes. J'ai dit écoute, est-ce que je peux venir m'entraîner avec VA pour finir la saison? Il m'a dit pas de souci, tout ça. Je suis venu, je m'entraînais avec le groupe réserve, je m'entraînais, j'ai clôturé ma saison comme ça, avant d'aller à l'UNFP. Et dès que je suis allé à l'UNFP, je me suis bien préparé, mais malheureusement, il n'y avait pas de projet qui était intéressant pour moi, tout simplement. Donc l'UNFP fut ma dernière expérience en collectivité avec le foot. En tant que joueur. En tant que joueur. Après, il y a un autre volet de ta carrière qui s'ouvre, enfin, même si ta carrière de footballeur n'est pas encore officiellement terminée, parce que j'ai cru comprendre que tu étais ouvert à un projet. Encore une fois, si quelqu'un a besoin de Yacouba Sylla et qui montre un vrai intérêt et un vrai projet, toi tu seras prêt à rejoindre une équipe, là tu as encore les cannes pour jouer. Je vais remettre les choses dans leur contexte, c'est que je ne ferai pas tout pour rejouer au foot, car pour moi, ce qui est passé est passé. On ne reviendra pas dessus et en aucun cas je regrette quoi que ce soit. C'est juste rejouer au foot avec une personne qui aura réellement besoin d'un joueur comme moi et de mon tempérament. Pourquoi pas? Pourquoi pas aider? Pourquoi pas apporter? Tout dépend du projet humain en premier lieu. Tout dépend du projet humain. C'est ça que je mets en premier lieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi à passer, à faire autre que ça, parce que je me suis dit, dans le football aujourd'hui, il n'y a plus d'humanité. Donc, c'est comme si quasiment j'avais terminé. Il n'y a plus d'humanité. Tu te fais une raison, quoi. Je me suis fait une raison, je me dis quoi? Je me dis, bon, il n'y a pas d'humanité, c'est l'argent qui parle, on parle français, c'est l'argent qui parle, c'est les intérêts des uns et des autres qui parlent. Donc, qu'est-ce que j'ai apporté à ces personnes-là? Je pense qu'aujourd'hui, rien. Peut-être à des personnes, si, je pense que si. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en suis là et c'est pour ça que j'ai vite basculé sur quelque chose qui est le fait de coacher. Car je reste un amoureux du ballon. Avec les nombreuses espérances que j'ai pu vivre, bonnes ou mauvaises, j'estime que je suis quelqu'un de déterminé et de passionné qui aime transmettre et qui a beaucoup à donner, quoi. Et du coup, je me voyais que dans quoi. Et ça se voit, ça se voit parce que pour ceux qui vont tomber sur la vidéo parce qu'ils t'ont vu jouer à Rennes, Montpellier, Aston Villa ou autre, sachez que sur la chaîne Léons, vous avez un petit reportage sur Yacouba et son équipe qui ont réalisé l'exploit la saison dernière de monter d'une division. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en quelle division maintenant? Là, on est monté en deuxième division. Voilà, donc là, maintenant, ils sont en deuxième division. Vous aurez certainement l'occasion de les revoir. Hein. C'est toujours la même bande de C'est toujours la même chose, toujours. Ouais. Et ça se passe bien cette année? Ça peut que bien se passer. En fait, c'est voilà, après on connaît tous les à côté du football d'en bas. Ouais. Et c'est pour ça que, déjà même avant de rentrer dans le football, je sais pas quoi,
Je voulais juste apporter à mes amis et aux plus jeunes mon expérience tout simplement, de donner, et que ce soit pas, que ça serve à quelqu'un en fait, que ça serve à quelqu'un dans l'instantané. Ouais. Du coup, le club de ma ville, la Jeunesse Étampoise, avait besoin, j'ai proposé, c'est moi qui ai proposé Proposer tes services, ouais. mes services, c'est pas eux qui sont venus me chercher, ah Yakou, est-ce que truc, non, c'est moi. Eux, dans leur tête, c'était, vas-y, continue à jouer au foot, fais tes trucs, nanana, nanana. Et gros, si tu as quelque chose à prendre, va le prendre. Eux, ils ont toujours été dans ce sens-là. Ouais. Moi, je dis non, tranquille, je suis là, je vais les entraîner, on va voir comment ça va se passer. En même temps, je m'entraîne, je me tiens en forme. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose qui vient. Et t'as pas eu envie de prendre une licence avec eux pour te mettre sur le terrain? Non, moi, je suis trop exigeant pour ça. Ouais. Je suis trop exigeant pour ça, en fait, en soi. C'est dans ce rôle-là, en fait, avec le recul, tu es plus performant que si tu es sur le terrain, en fait. Pour moi, j'allais perdre en pourcentage qualitatif envers eux. Ouais. Donc, j'ai préféré me mettre dans ce rôle-là et voir si ça pouvait me plaire aussi pour une future reconversion, quoi. Du coup, ça a duré 1 an et Antoine nous a suivis et les Léons nous ont Et suivis. du coup, alors, est-ce que ça te plaît? Moi, ça me plaît, pourquoi? Parce que, en fait, le fait de voir que tu arrives à faire véhiculer un message, des valeurs et surtout une progression à des joueurs, pour moi, en tant que sportif, il n'y a pas, à part gagner un match et faire une passe décisive, marquer un but, il n'y a pas de meilleure sensation. Le fait de partager et que tu vois sur la durée qu'il y a une progression, qu'il y a un résultat, qu'il y a Non, c'est extraordinaire. Oui, que tu as eu un vrai impact non, c'est extraordinaire. Sur leur façon de jouer. D'ailleurs, à tous les Étampois et Étampoises qui nous regardent, n'hésitez pas à aller sur le site de Léons. Vous pouvez retrouver toute la collection de la JE sur le site. Vous pouvez, comme ça, aller supporter l'équipe avec les couleurs du club et non pas avec. Parce que j'ai vu sur le reportage tous les gars sur le côté là. Il y avait des survêtes. Non, ça, on va parler avec Léon, ça, pour ça. T'inquiète. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à Léons de nous permettre de vivre ce genre de moment. C'est pas fini, il nous reste un petit moment à passer. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Léons. Vous allez retrouver le haut de Yacouba, le bas aussi, le training. Qu'est-ce que tu en penses de ce training? Franchement, à l'aise, flex. Franchement, c'est pour aller en salle, pour être sur les terrains, s'entraîner avec. Personnellement, c'est une matière que moi j'affectionne plus que le survêtement classique parce qu'en fait, tu peux tout faire avec. Tu peux même l'utiliser en survêt de sortie. Exactement. Après, voilà, il faut prendre les bonnes tailles. Voilà, parce que prendre les bonnes tailles. On n'est pas tous galbés comme Yacouba, mais en tout cas, voilà, que vous soyez bodybuilder ou footballeur, tout rentre, tout fonctionne. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la page YouTube, parce que ça, on ne vous l'a pas assez dit, mais abonnez-vous. Quand vous regardez la vidéo, ça ne vous coûte rien de vous abonner, et nous, ça nous permettra de vous proposer plus de contenu de ce genre. Du coup, Yacouba, moi, j'ai envie allez, on va parler un petit peu d'autre chose. Ok. J'ai des questions à te poser un peu. On a dû te la poser 1 milliard de fois. Ça va être 1 milliard et 1 fois aujourd'hui. Le meilleur joueur contre qui tu as joué de toute ta carrière ou avec qui tu as joué? Le meilleur joueur que j'ai pu affronter, qui était injouable et qu'on n'en retrouvera pas 2 avant je ne sais pas combien de temps, c'est Yaya Touré. C'était la saison en Première Ligue, on était en milieu relayeur défensif. Ouais. Il a mis je ne sais pas combien de buts. Je sais pas, c'était... Et toi, du coup, tu l'as joué, vous étiez dans la même zone. C'est ça. Et là, tu t'es dit, waouh. Et en fait, c'était, je sais pas si tu as l'image de Mario Kart, l'étoile. Ouais. C'était l'étoile. C'était le gars, il mettait son étoile et il allait droit au but. Et tout droit. Et c'était injouable. Yannick Sagbo nous disait aussi qu'il avait joué avec Yaya et Didier en sélection. Et Yaya disait c'est injouable. Et le joueur le plus nul, sans langue de bois, il n'a plus rien à perdre, il a fini le football. Le plus nul que tu as vu dans ta vie sur un terrain de foot ou avec qui tu as joué? Je suis pas comme ça. Si le joueur il est sur le terrain de foot, c'est qu'il a des qualités et que... Non mais il y en a forcément. Attends, laisse-moi faire mon arrondir les angles. C'est qu'il a des qualités, c'est qu'il est peut-être pas dans un bon jour, il a peut-être mal mangé ses pâtes, on sait pas. Moi je pense que c'est dans mon équipe à la JE. on va pas donner le nom, mais la JE. Moi j'ai une petite idée. Ouais. C'est un joueur dans mon groupe senior, mais tranquille. Voilà. Il va progresser. Il va progresser grâce à Yacouba. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom pour l'instant. Bientôt, on va mener une enquête. Ouais. Et du coup, le plus beau stade dans lequel tu as joué?
Le plus beau stade dans lequel j'ai joué, à Old Trafford. Hein. Old Trafford, le théâtre Old des Tra- rêves, o- vraiment. le théâtre des rêves. Tu te dis, ouais, toutes les machines qui sont passées là-bas, Ouais. par le prestige, par la Tu qualité. sens le poids de l'histoire. Non, quand tu vas dans sens, ce tu sens stade. tu sens que le truc il pèse lourd. Ouais. Donc une opportunité, franchement, le théâtre des rêves. Posez la question pourquoi on appelle le théâtre C'est des vrai. rêves. C'est Les gens ne le vrai. savent pas. Ouais. Est-ce que si tu pouvais revenir en arrière, Mm. là, Yacouba, t'as quoi, 33? Moi, 33. 33 ans. Est-ce que si tu pouvais dire un truc au Yacouba de 20 ans, tu lui dirais quoi? Écoutez vos proches, faites confiance aux gens qui vous aiment. Ne vous laissez pas embobiner par. On parle footballistique ou dans la vie normale? Football. Ne vous laissez pas embobiner par des gens qui gravitent autour de vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de l'intérêt. Car demain, quand ça va se terminer, là, vous allez voir les vrais masques qui vont tomber. Fiez-vous aux personnes qui vous disent la vérité, pas à ceux qui vous disent ce que vous voulez entendre. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous n'allez pas avoir une réflexion objective sur ce que vous êtes en train de produire. Même avec les autres, vous n'allez pas être objectif et en fin de compte, vous allez vous faire du tort à vous-même. Écoutez les proches, faites confiance à votre famille. On sait que des fois, il y a des familles, c'est compliqué. Mais généralement, comme on dit, je connais aucune mère qui mettra au monde son enfant et pour le tuer après. On a tous des défauts. Je connais aucun père qui élève son enfant et qui veut le tuer juste après. Non. Donc, on a tous nos défauts. Mais sache que dans vos familles, il y a de l'amour, mais il faut faire confiance aux gens qui vous aiment en priorité, car le reste, c'est que de l'intérêt. C'est tout. Ok. C'est un très bon conseil, ça. Ça là-bas, c'est de prendre ton Exactement. plaisir. À tous les joueurs qui veulent faire de leur métier le foot, la vérité, faut pas. On est dans une bulle en fait où on pense qu'on est intouchable. Mm. Mais personne n'est intouchable. Demain, tu peux perdre un proche, tu peux toi-même partir, tu peux ne plus être footballeur. Ouais. Donc, faut vite avoir la conscience en se disant, je suis personne. Je suis quelqu'un de normal qui vit de sa passion, qui vit de son rêve. Il faut que je respecte les gens. Même si demain j'arrive au sommet, ce qui va rester, c'est le respect. Si Exactement. tu as respecté les gens te respecteront. Il y a toujours des fous qui essaieront de te manquer de respect. Mais la majeure partie des personnes, ils ne vont pas oublier ton comportement. Mais si tu t'éloignes et que tu essayes de hausser les épaules, c'est à ce moment-là que les gens, à un moment donné, ils vont dire « Ah, mais lui, il a changé. Tu te rappelles quand il était là-bas? C'est comment? Ah, maintenant, tu fais le malin, tu reviens. Ah, ok. » Là, tu vas dire « Ah, ouais. En fait, là, je suis sorti du game, là. En fait, j'étais perché, en fait. Bah ouais. La vraie vie, c'est celle-là. La vraie vie, c'est pas celle qu'on vit le week-end dans les stades bondés et dans notre centre d'entraînement. Ouais. Non, c'est pas ça. La vraie vie, c'est quand tu raccroches les crampons, là, ou que tu as une période où tu ne joues pas, où tu n'as pas de club. Creux, ouais. C'est là que tu vois les choses. Un petit moins bien. Ton téléphone, il sonne. Tu as de l'argent qui rentre. C'est ça, la vraie vie. Comment, c'est quoi? Ces personnes-là, dans ton entourage, là, proche dans le foot, là, c'est ces personnes-là qui vont te ramener ces solutions? Non. Non, mon gars. C'est les personnes avec qui tu as grandi, là, avec qui vous avez vécu des coups durs, là, ils vont te dire « Ah, Yakou, ce serait bien que tu fasses ça, ce serait bien que tu fasses ça. » C'est eux qui vont te parler des vrais trucs. C'est pas les gens qui sont dans ton game, tu vois. Et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes joueurs. C'est au maximum d'essayer de garder les pieds au sol. Parce que ça peut vite tourner. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer longtemps et d'avoir joué en quelque sorte dans des bons clubs. Mais ce ne sera pas la chance de tout le monde. Il y en a pour certains, ils joueront dans des meilleurs clubs et ils feront des grandes carrières et c'est tout ce que je leur souhaite. Mais pour certains, leur carrière elle va faire 1 an, 2 ans. Oubliette. Tu fais quoi? Je parle même pas d'aspect financier. Je parle d'un aspect mental. Tu fais quoi? Tu pars en dépression. Moi, ma seule fierté, ma plus grande fierté là, c'est que si je reste avec les crampons ou même que j'en sorte, c'est que j'en suis bien sorti mentalement et que je suis en bonne santé. C'est tout ce qui C'est m'importe. le plus important, C'est tout. la santé. Bah, sur ces belles paroles de Yakou, on va l'appeler Yakou maintenant. Ah, c'est Yakou. Sur ces belles paroles, C'est Yakou. qu'on va passer à la petite surprise. Comme d'habitude, vous savez, vous connaissez votre gars, il se déplace jamais les mains vides. C'est quel bail ça? Ça, c'est un petit cadeau qu'on va faire à nos spectateurs, à nos abonnés. Donc on a fait un maillot spécial pour l'occasion. Ah bon? Tu reconnaîtras bien entendu les couleurs. Hein. Regardez-moi ça, Ah ouais. les belles La couleurs. sortie en plus. La Et vérité. surtout, voilà.
Yacouba Sylla, numéro Allez. 6. Léon, ils ont géré leur karaté. Hein. Ils ont géré, Ah oui. on va attraper, hop, petit stylo. Magie, ouais. Magie d'internet. Ok. On va faire signer ce maillot à Yakou. Ok. Et pareil que pour Yannick, pour ceux qui ont regardé la vidéo et qui ont participé, vous avez la possibilité de gagner ce maillot collector. Il n'y en a qu'un, un seul et unique, c'est celui-là. Voilà. Il n'y en aura jamais deux. En tout cas, Donc voilà, si Ça, vous voulez ça- le gagner, c'est maintenant. Enfin Allez. maintenant, non, pas pour vous, mais... Belle signature, il aurait pu être médecin, hein, Yakou. on m'a toujours dit que j'avais une écriture de médecin. Voilà. Mais très illisible. Écriture, c'est pas bon, Non. mais signature, c'est bon. Très illisible. Donc voilà les amis, en tout cas, on vous fera connaître les modalités pour gagner ce maillot collector signé par Yacouba. Yacouba, encore merci pour tout. Merci à vous, merci à Ça a toi. été excellent. On se tient au courant Y a pas de pour la problème. petite table ronde Y a avec pas de nos amis footballeurs professionnels. Y a pas de Et souci. puis moi, je serais ravi d'être là pour encore... J'aurais pu l'écouter parler toute la journée, mais malheureusement, il a des obligations et C'est nous clair. aussi. Donc, merci à tous, à très bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi au réseau de Yacouba. Tu as des réseaux sociaux? Ouais. Voilà, donc allez suivre un petit peu pour voir ce qu'il fait. Il va rentrer là en formation pour BEF. Donc très grosse semaine à venir pour toi. Ah, tu connais, hein. Ouais. Ah, ça va être chargé. Donc à partir très du grosse 22. semaine à venir. Et puis vous, soyez connectés, donnez de la force à Yakou, donnez de la force à Léons, à tout le monde. Allez visiter la boutique. Je vous assure que le training, il est vraiment incroyable. Et donc n'hésitez pas en tout cas. Merci à tous et Merci. puis à très bientôt. Merci, à la prochaine.